Voilà, alors nous atteignons la dernière session de Ceradi 2020 et donc la session des démos. Et cette année, nous avons 3 démos. Alors, la première démo, c'est celle de Kirstine Beck-Jäger de la société Rhizome Lab et qui va nous présenter un rhizome UV. Rhizome UV, c'est un outil d'édition et de dépliage UV. Alors, qu'est-ce que c'est? Non, il n'y a pas de cabine UV dans les studios d'animation. Le dépliage UV, c'est par exemple quand vous avez un objet complexe et que vous avez la texture de cet objet qui doit être faite de manière très réaliste et précise et en haute résolution, vous allez mettre à plat cette surface donc, et vous allez pouvoir intervenir dessus pour apporter tous les niveaux de détail que vous souhaitez. Et surtout avec l'arrivée du 4K, etc., on a besoin d'avoir des choses très précises. Voilà, donc Kirstine Beck-Jäger, à toi. Hi, I am Kirsten Beck-Jaeger, Product Manager at Rhizome Lab, and I'm very happy to show you how Rhizome UV can speed up your workflow. Created and developed in Marseille, Rhizome Lab has risen to be one of the most popular UV mappers on the market. This is not only because we are fast, flat, and easy to use, but also because we offer extensive tools for manual, scripted, and automated unwraps. And that's just in the standalone. Our SDK offers you the option to do even more. And we take great pride in the fact that people keep telling us they now enjoy their UV mapping. Part of the ease is our workflow. The top bar has the main unwrap tools in it. The right sidebar provides settings for the tools on the left side and includes 6 AutoSeam algorithms. And the bottom tools manage the grid and the UDIMs. The first thing I'm going to do is set up my workspace. I'm going to start by setting my map to 4K. This ensures that my margin is set at 16 pixels and my spacing at 32 pixels, as Rhizome will automatically scale margins and spacing according to your map size. The next thing I'm going to do is I am going to open the model dialog, and I see that I am going to need about 12 UDIM tiles if I'm going to go with UDIMs. I am of course going to minimize that as much as I can, but let's start with 6 horizontal tiles on a row of 2 verticals. I'm now going to zoom out and I'm going to let Rhizome do its magic. So I'm going to select mirror and I'm going to distribute all her parts into separate tiles. Then I'm going to put it in new groups. I like working this way because it's much easier to keep an overview over which things are where, and you don't have to keep looking or keep selecting where your meshes assets are. So the first thing I'm going to do, I am just going to do some very basic unwrapping, and I'm just going to hit U to unwrap, and then I'm going to hit P to pack. And I'm not going to care about texel density quite yet because I usually wait with that until it's time to pack. And I am way away from packing. So what I'm going to do now is I'm just going to hit Alt X and then I'm going to hit Alt C. And then I'm going to press C to cut. Alt X, make sure that you select an entire loop. C is of course for cutting. And Alt C transfers one cut to another mesh if the meshes are identical. And these are. So I'm just going to group these and pack these. And as you can see, the pack was maybe a little enthusiastic, so let's try that again. Yeah, much better. I'll get back to these when it's time to pack properly. Okay, I am going to do the same with the jewels on Mira's outfit as I did with the eyeballs. So actually, let me arrange my scene a little bit. So here's Mira. And I'll just press F to center, just as in Painter. So F to center in either the 3D or the 2D viewport. So these are the jewels. And again, I'm just going to do very simple cuts.
I could use our new feature TopoCopy for this, but I'm thinking that's maybe overkill for something so small. So I'm going to hit Alt X again. I'm going to hit C to cut. I'm going to hit U to unwrap. Double clicking inside a group means that you select all the islands. So I'm just going to press P to pack. Done. I also see that this could probably use very standard unwrap, so I'm just going to mouse over, unwrap. I'm going to hit F2 to cut, and I'm just going to put a cut in the middle there. And then I'm going to worry about packing it later. I am now going to use TopoCopy, our new feature, to sort out the eyelashes. So what I'm going to do is I am going to cut one island and then I'm going to unwrap it, as you can see. And now I'm going to select it and I have my TopoCopy set back to its vanilla settings, which in general are all you need. So I have set my similarity to, similarity to 0. So a low similarity means that it will take in pretty much anything that's similar. And then if you set it to a high setting, it will take things that are more and more geometrically similar. So the next thing I'm going to do is I'm just going to hit update. And boom. Every eyelash has now been unwrapped and has the same cut and the same unwrap as the initial one. So you can also, of course, use it with more complex meshes, and you can also use this in conjunction with other mesh. So for instance, if I were to change my mind, and I had just picked this one, and I would also, for instance, unwrap that island, and if I then selected them, and then hit update, they would all update. So this means that even in a complex workflow, the only thing you need to do is select one mesh of each and then unwrap and maybe use some brush tools on it to get your topology exactly as you want it. And then just select the island and hit the update button and boom, the rest of your mesh is also updated. TopoCopy is very fast becoming a user staple. And if you want to see how the lashes turned out, this is how they ended up being packed. Now, another thing that we make easy for our users is how to pack or unwrap hair or fur. Many times you really have nice and curly islands, which look super nice, but sometimes they can be a pain to unwrap because of that curliness. So one thing that you can do in Rhizome is to use a combination of constraints, rectangularize, and optimize. So as you can see, I have cheated. I have added a lot of edges to, or edge selections to the islands. And the reason for that is that those are going to be our constraints. So if I hit Alt V, I have now set a constraint on those islands. And that constraint is that it wraps on a vertical edge. So I'm now going to go into island mode, F4. And I'm going to hit rectangularize. And as you can see, all the strands are now perfectly rectangular, but you also see that there's a lot of distortion there. So what I'm going to do is I'm going to hit O to optimize. And as you can see, that is getting rid of the distortion. So run it a few more iterations, or I'm just going to hold down the O key. And boom, done. So the only thing I have to do now is to hit P to pack. And I have nice, easy to pack, distortion-free strands. The last thing I'd like to show you is something called the Magic Wand, which you can find in F3 polygon mode. And what the Magic Wand in effect is a cookie cutter. What it does, based on the sliders here, is it cuts out shapes. So if you don't want to
try and figure out how to cut your saw, only thing you need to do is select the shape and press C to cut. And it works on more complex shapes as well. So let's say I want to cut this off of the main side of the boot. And I'm going to press numpad to grow my selection. And maybe I'll grow it just one loop more. And of course, I can always get rid of superfluous polys by deselecting them. And here we go. Press C, U to unwrap. And there we go. We have one cookie cut selection. After using the tools and techniques shown, we ended up with this final UV map. All in all, it took about 30 to 45 minutes to do a big manual unwrap like this, without any auto seams. After that, it was into Marmoset for rendering and animation by Georgian Avasilkutai, who also donated the model for this quick intro to making UV mapping faster and easier with Risum UV. Thank you so much for watching, and please do not hesitate to drop us a line if you have any questions. La seconde démo de 2020, c'est Alexandre Spontak qui va nous la présenter. Il travaille à la société Fatfish Lab et la société Fatfish Lab développe le logiciel Aquarium. C'est un outil de gestion de pipeline pour les films d'animation. Voilà, donc Alexandre, à toi. Bonjour à tous, je suis ravi de participer à cette édition des Radis. Je suis Yann Morio et je suis le cofondateur de Fatfish Lab. Aujourd'hui, je viens vous présenter Aquarium, notre framework nodal de gestion de projet. Mais juste avant, je vais vous parler un petit peu de notre société, créée en 2016 par Alexandre Spontak, Fabien Weibel et moi-même. Nous sommes spécialisés dans le développement de logiciels pour les industries créatives. Et nous proposons également des prestations techniques, que ce soit en IT ou en développement, mais ça je vous le laisserai découvrir sur notre site web. Mais parlons d'Aquarium. Aquarium a été notre premier produit qui a bénéficié de plusieurs années de recherche et développement et qui est utilisé en production depuis 2017. Nous avons développé notre plateforme autour de la philosophie suivante, que chaque projet, que chaque studio étant unique, nous avons besoin de créer un outil qui laisse la liberté à chacun de pouvoir organiser leur production comme ils en ont besoin. Et pour y parvenir, Aquarium s'articule autour de 3 points. De pouvoir utiliser Aquarium comme une base de données pour y stocker les informations de vos productions, des données qui pourraient être utiles par exemple aussi pour vos pipelines, comme des métadonnées de fichiers de travail, ou bien encore de pouvoir créer des relations entre les items qui constituent les données dans Aquarium. L'autre élément est la flexibilité. Nous avons voulu vous laisser libre de structurer vos projets comme vous en avez besoin, de pouvoir créer des dossiers pour ranger vos assets, ou bien encore de personnaliser l'affichage pour créer des suivis de production sur mesure. Le dernier élément est que vous ayez un outil qui soit taillé pour vos productions, que ce soit des applications de review, un lecteur vidéo, de bout à bout, de planning et bien d'autres choses encore. L'idée est de pouvoir rassembler tout le projet, pas juste des assets, pas juste des shots, mais vraiment toutes vos équipes autour d'un outil commun. Et c'est cette souplesse qui en fait un véritable framework à destination des studios de fabrication ou de production, que ce soit pour des projets de long, de court, de séries télé, en 2D ou en 3D, en temps réel, en VR ou bien même encore pour les VFX. Et vous allez me dire le nodal dans tout ça. On aura le temps d'aborder tout ça durant la présentation, mais c'est cet aspect nodal en fait, qui offre le plus de souplesse pour répondre à vos besoins, et c'est aussi le meilleur moyen de mettre en lumière des relations qui peuvent être complexes au sein d'un projet. Au cours de ces quelques minutes ensemble, je ferai un tour d'horizon de notre plateforme, en passant par l'interface, mais également en parlant de l'API et de notre langage MeshQL. MeshQL, lui, permettant de parcourir et de filtrer en fait un arbre de données au sein d'Aquarium. Aquarium est donc une plateforme web accessible directement depuis un navigateur internet. Vous allez pouvoir créer vos projets, les organiser dans des dossiers. Un ensemble d'items est disponible par défaut, qui vont permettre de constituer les données au sein d'Aquarium, comme par exemple les dossiers, ainsi que des assets, des shots ou bien encore des tasks. Vous allez pouvoir ranger vos assets directement dans des dossiers, ou bien alors, si vous préférez, pouvoir stocker tous vos assets dans le même dossier, c'est vous qui choisissez. Une fois une structure de projet en place, vous avez simplement à créer un template et vous pourrez démarrer rapidement une nouvelle production sans avoir besoin de tout recréer à chaque fois. Allons plus loin dans le suivi de production. Cet affichage sous forme de carte, comme on a pu le voir pour les assets, est intéressant pour faire la part belle à l'image et pouvoir identifier visuellement les items.
Mais quand il s'agit d'aller vite, d'avoir une vue synthétique de production afin d'avoir un suivi efficace, vous pouvez adapter l'affichage à votre besoin. Et je vous présente l'affichage en table. C'est un format que vous connaissez déjà, il offre la liberté de choisir les données que l'on souhaite afficher. Que ce soit des images, du texte, ou bien encore des statuts, ou bien même un dépouillement, un grand nombre de données peuvent être gérées dans ce système-là. Vous allez pouvoir également éditer en masse un ensemble de shots pour passer la tâche layout en approved par exemple. Vous allez pouvoir également créer des nouvelles colonnes, soit à partir de nos presets ou en sélectionnant directement une propriété. À la manière des fonctions, comme dans un tableur, vous allez pouvoir utiliser la puissance de MeshQL pour faire des calculs automatiquement dans les colonnes, de pouvoir aller sélectionner des données qui peuvent être connectées entre elles et de les afficher. Vous allez pouvoir également créer des filtres pour pouvoir les réutiliser, comme par exemple ici, l'afficher l'ensemble de l'animation qui est encore en retake. Et surtout, pas besoin de créer des tâches de partout. Vous sélectionnez uniquement les shots qui ont besoin d'avoir des FX 3D, et on est capable de le gérer. Tout cet affichage est sauvegardé dans les workspaces, que vous pouvez également personnaliser pour choisir le niveau de détail dont vous avez besoin. Là par exemple, j'affiche le pourcentage de complétion des différentes étapes de fabrication au niveau des séquences. Ou pourquoi pas, même créer des workspaces dédiés à des départements. Vous les partagez à qui vous voulez, à tout le monde, au sein du projet, ou bien seulement à une équipe en particulier grâce au système de groupe d'utilisateurs. Passons maintenant aux applications. Prenons l'exemple d'un shot. Une fois ouvert, on retrouve les étapes de fabrication sur la gauche, ainsi que les sous-tâches si jamais vous en avez besoin. Sur la partie centrale, les différentes images ou les vidéos qui ont été uploadées, et retrouvez également les versions de ces médias. Et sur la droite, les différents commentaires associés. Les commentaires peuvent être également des annotations textuelles, que vous retrouvez directement sur la vidéo, ou bien même des dessins. Et ces annotations s'affichent quand vous lancez la vidéo. Ils vous permettent également de choisir à quel timecode précis vous souhaitez mettre le commentaire et sur quelle durée. Les commentaires sont assez pratiques quand vous avez besoin de laisser des informations. Mais quand il y en a beaucoup, c'est pas évident de s'y retrouver. C'est pour cela qu'on a créé les conversations autour d'un thème spécifique. Ces conversations-là vont pouvoir centraliser les discussions. Vous allez pouvoir laisser des messages dans ces conversations-là, pouvoir gérer le statut de la conversation, savoir si elle est terminée, mais également de déposer des médias pour avoir des retours sur un des tests, ou bien avant de publier votre travail. Et pour finir, on sait très bien que la dernière version, c'est pas tout le temps celle qui est validée. Et donc pour ça, il y a un système de review disponible qui permet par exemple au réalisateur ou au superviseur de laisser sa review et d'indiquer à tout le monde que la deuxième version est bien celle validée. Cette information étant retrouvée dans le fil d'activité. L'application pour les tâches, par exemple, va permettre de gérer les informations comme la durée estimée, ou bien une checklist directement pour avoir une petite liste de tâches à faire, ou bien de connaître une synthèse des timelogs pour savoir s'il reste du temps disponible. On sait très bien que tout ne tourne pas autour des shots et des assets. Il y a toujours des tâches à faire à côté. Que ce soit pour de la supervision, de l'administratif, de l'IT, des tests, de la R&D, du développement et encore plein d'autres choses. Dans Aquarium, vous pouvez également créer des tâches qui ne sont pas forcément liées à un shot ou un asset. Ici, par exemple, je me suis organisé sous forme de semaine et me permet de suivre des tâches et de les assigner directement. Ça va me permettre également d'ajouter des timelogs qui va permettre de révéler un petit peu ce temps qui est souvent invisible. Un autre élément important des projets, c'est le système de review. Vous allez pouvoir directement créer des reviews dans un système de playlist. Dans ces playlists, vous allez pouvoir donner une date limite avant laquelle faire cette review, de pouvoir ajouter différents médias et même des fichiers de livraison si vous avez besoin de partager par exemple un export en haute résolution. Vous partagerez directement le lien au réalisateur qui pourra facilement visualiser les éléments qui nécessitent son attention. Ces playlists et livrables peuvent être synchronisés avec notre application Aquarium Drop qui est un véritable compagnon de vos livraisons. Fini la recherche de mails avec des liens de téléchargement qui ont expiré, vous partagez ces éléments directement avec vos équipes en remote ou avec vos clients et vous les téléchargez automatiquement sur votre serveur de fichiers. Et donc le nodal dans tout ça. On l'a dit au tout début, Aquarium est une plateforme qui utilise entièrement cette technologie. Que ce soit au niveau des données, de l'API ou bien même de l'interface, le nodal est au cœur de notre logiciel. Au sein d'Aquarium, les items sont reliés entre eux par différentes connexions, des edges. Et ces edges-là permettent d'indiquer par exemple une relation de parent-enfant entre deux items, d'assignation d'une tâche à un utilisateur ou bien même encore un dépouillement. Et au sein de l'interface, les whiteboards sont là pour mettre en lumière ce nodal. Que ce soit pour visualiser ou mettre en place un workflow. Ici en l'occurrence le workflow d'un shot. Les whiteboards vont aussi permettre de visualiser certaines informations de production sous un nouveau regard.
À la manière des vues, dans lesquelles on peut avoir un système de formules, dans les whiteboards, vous allez pouvoir faire varier l'affichage des nœuds. Ici, j'ai affiché les assets, et je fais varier la taille en fonction du nombre de fois qui sont présents dans des shots. Faites parfait pour tout de suite identifier les personnages qui sont peu importants. Vous pouvez faire la même chose au niveau de Outli, en faisant varier la taille des tâches qui nécessitent votre attention. Le whiteboard peut aussi être utilisé pour des sessions de brainstorming, comme par exemple l'élaboration d'un pitch au moment du storyboard. Ou bien peut-être pour regrouper différentes références. Les données dans un whiteboard sont des vrais éléments de votre production. Double-cliquez dessus et vous retrouvez votre lecteur de médias avec les commentaires que vous pouvez annoter, commenter, taguer, faites-vous plaisir. La souplesse du nodal permet aussi de créer une librairie accessible où vous pouvez créer des filtres, utiliser des tags. Comme par exemple ici, je me suis créé une librairie qui me permet de regrouper l'ensemble des assets qui sont utilisés sur l'ensemble de mes projets. Ça me permet de créer des vues dédiées, de pouvoir faire des filtres et ensuite de directement pouvoir les classer. Qui est parfait par exemple pour les projets de série, pour partager des assets entre les épisodes, ou bien encore réutiliser des assets pour vos futurs projets. Vous avez envie d'automatiser certaines actions au sein d'Aquarium ou pour votre pipeline? Les Smart Items sont là pour ça. Ils utilisent le nodal pour fonctionner et permettent, soit à partir d'événements au sein d'Aquarium, des événements périodiques ou encore des événements à partir de votre pipeline, de déclencher certaines actions spécifiques. Comme par exemple la mise à jour de statut de tâches, en fonction de la validation des tâches dépendantes. De pouvoir créer automatiquement des playlists à la fin de la journée avec tous les médias qui ont été uploadés aujourd'hui. Les possibilités sont assez nombreuses. Il y aurait encore tellement de choses à dire pour découvrir Aquarium, comme par exemple les plannings, l'import automatique des données dans un Google Spreadsheet, la lecture en bout à bout, les permissions, le versionning des datas, mais je vais prendre quelques minutes pour vous parler de l'API. Dans Aquarium, vous pouvez créer autant de métadonnées que vous le voulez sur les items, tout en conservant leur type, que ce soit des strings, des arrays, des objets, des booléens, ou même des integers ou bien des floats. Vous êtes libre de stocker ce que vous voulez pour votre pipeline ou vos outils, de créer des nouveaux types d'items sans avoir besoin de les déclarer au préalable. L'API vous laisse cette liberté. Le nodal ajoute une notion en plus, un système de contexte. Les items ont un contexte qui permet d'ajouter une profondeur à la base de données. Reliez vos assets au shot pour indiquer un dépouillement. Modifier les données de connexion entre un asset et un shot pour indiquer le nombre de fois que l'asset doit apparaître. Ou encore de pouvoir gérer vos déclinaisons avec ce système-là. Notre API REST est disponible directement grâce à notre nouveau module Python. Parfait pour récupérer rapidement les items sans avoir besoin d'apprendre MeshQL. Mais pour les plus curieux, la navigation dans un arbre de données, le filtrage ou encore le format de résultat de vos requêtes, tout ça est fait grâce à MeshQL. Avec une écriture basique sous forme de string, vous pourrez traverser un arbre de données dans Aquarium, filtrer les items qui vous intéressent. Et vous n'êtes pas contraint par le format des résultats de la requête. MeshQL vous laissera choisir les informations dont vous avez besoin, peut-être seulement le nom des items, ou bien le nom des shots avec les assets dépouillés. La souplesse d'Aquarium se retrouve aussi dans l'API. J'ai le plaisir de vous annoncer que MeshQL sera disponible en open source pour que vous puissiez l'utiliser sur d'autres projets utilisant du nodal et des bases de données graphes. La flexibilité d'Aquarium vous permettra de gérer de nombreux types de projets différents, aussi bien dans l'animation, 2D, 3D ou bien encore le temps réel, quelles que soient vos productions ou votre organisation. N'hésitez pas à nous contacter directement pour discuter ensemble de vos besoins et pour démarrer votre version d'essai. Rejoignez également notre Discord pour que l'on puisse échanger ensemble et répondre directement à vos questions. Nos tarifs s'adaptent à la taille de votre studio et de votre projet, et nous avons aussi des offres disponibles pour les écoles. Un grand merci à Stéphane et Véronique ainsi qu'à toute l'équipe d'Eradi et d'Eraf pour leur invitation et pour l'organisation de cet événement. J'ai été ravi de vous faire cette présentation, et de la part de toute l'équipe de Fatfish Lab, nous vous souhaitons une belle journée et au plaisir de vous rencontrer virtuellement et de discuter d'Aquarium ensemble. À bientôt. La troisième démo va nous être présentée par Jean-Colas Prunier de Pocket Studio. Pocket Studio, c'est un logiciel qui permet de mettre en place du travail collaboratif dans une équipe avec des personnes à distance, mais qui vont travailler et partager ensemble la même scène. Certains vont pouvoir travailler sur les modèles, d'autres sur les textures, sur l'éclairage, sur l'animation, et de manière concertée et collective. Et donc, c'est vraiment un outil qui est dans l'air du temps avec la crise sanitaire qui nous est tombée dessus. Donc voilà, Jean-Colas, nous te passons la parole pour la présentation de Pocket Studio. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Colas Prunier et j'ai eu le plaisir de participer à la création et au développement de Pocket Studio que je vous avais présenté au RADI en 2019 pour la première fois. Donc je suis très heureux de revenir pour cette séance 2020 décalée à 2021
pour vous présenter les évolutions du produit depuis cette première présentation. Donc si vous n'avez pas vu cette première présentation en 2019, je vous rappelle que Pocket Studio est un outil temps réel, hein. C'est un outil 3D temps réel qui reprend un certain nombre de concepts que vous ne trouverez que dans les moteurs de jeux vidéo, comme par exemple le fait d'héberger dans un seul et même outil plusieurs des outils qui sont nécessaires à la production d'un film d'animation 3D, comme par exemple le layout, l'animation, le lighting, le montage, ce qu'on appelle un workflow unifié ou intégré. Mais cet outil, évidemment, est un outil qui est spécialement conçu pour les besoins de l'industrie du film et de l'animation, contrairement aux moteurs de jeux vidéo. Donc, Pocket Studio fonctionne également comme Google Docs, dans le sens où, bien que ce soit un outil, un DCC Tools, comme on les appelle, un Digital Content Creation Tool, qui est similaire à Maya ou Blender, l'édition des projets en temps réel à distance fait partie des options de base de la solution. L'utilisateur n'a rien à faire pour la faire marcher, il n'y a pas de plugin à installer ou de serveur à installer. Le partage de l'édition de projet à distance et en temps réel est disponible par défaut. Donc maintenant que je vous ai présenté, que vous connaissez les principales caractéristiques de l'application, je vais commenter une vidéo technique qui vous permettra de faire le tour de ces principales fonctions. Et dans un second temps, je vais vous donner un exemple qui vous permettra de mieux comprendre comment ce type d'outil vous permet de gagner du temps et d'améliorer la qualité des contenus que vous produisez. Donc avant de passer à la démo, je voulais vous donner une info utile et un warning. Donc la nouveauté par rapport à la présentation qu'on a faite de Pocket Studio Radi 2019, c'est qu'aujourd'hui, l'application est disponible sur le site internet et que vous pouvez la tester gratuitement dans sa version alpha. Donc il ne s'agit pas de la version studio qu'on est en train de développer, c'est une sorte de prototype, de version préliminaire. Mais à la différence de la version studio qu'on développe aujourd'hui, cette version de la solution, vous pouvez, elle est en libre accès, elle est en accès public et vous pouvez la tester dès aujourd'hui. Donc le warning, comme je viens déjà de l'indiquer, c'est qu'il ne s'agit pas d'une version de production, mais d'une version alpha qui est relativement simple, mais qui malgré tout peut vraiment déjà vous rendre des services très pratiques, comme par exemple la création de caméras virtuelles en réalité augmentée, le review d'assets à distance, ou si vous avez une carte Nvidia compatible RTX, de faire des vidéos de vos animations en haute qualité. Il y a aussi un point que je voudrais éclaircir qui concerne le positionnement du produit. La version de production que nous développons actuellement en collaboration avec des studios partenaires et qui devrait être disponible dans le courant de l'année 2021 est conçue pour être un outil de prévise. Donc c'est pas un outil qui est censé remplacer Maya, Houdini, Blender, Arnold, Redshift, Premiere, Avid Media Composer ou n'importe lequel des outils standards de vos pipelines de production. D'une certaine manière, c'est un nouvel outil, et c'est un outil d'un nouveau genre, puisqu'il n'en existe pas d'équivalent aujourd'hui sur le marché, qu'on utilise davantage, ou en tout cas qu'on a conçu pour être utilisé en pré-production, et dont la principale fonction serait d'accélérer, de faciliter la visualisation du film en amont de la phase de fabrication, donc qui est une phase pendant laquelle il est souvent nécessaire de travailler avec des collaborateurs à distance, que ce soit des gens avec qui vous travaillez, des artistes, ou bien par exemple vos commanditaires, comme une plateforme de production ou distribution comme Netflix. Voilà, maintenant on peut passer à la vidéo de présentation du produit lui-même. Pour cette vidéo, nous avons 3 utilisateurs basés dans 3 pays différents, moi-même en France, Frédéric en Suède et Tom en Angleterre, et nous allons travailler ensemble en temps réel à distance pour fabriquer une séquence 3D. Donc nous avons créé un projet que nous avons partagé entre nous. Cette fonction de partage de projet fonctionne comme dans Google Docs, c'est aussi simple. Chaque projet Pocket Studio contient des scènes et des séquences que vous créez et que vous gérez à partir d'un seul écran. C'est une interface qui va changer, ou qui a déjà changé dans la version production, mais le principe dans la version alpha reste le même. L'idée est que vous puissiez facilement créer autant de scènes et de séquences que vous le souhaitez, que d'une certaine manière vous puissiez commencer à penser la structure du film très en amont. Le principe de base du workflow de Pocket Studio est que vous puissiez facilement passer d'une scène à l'autre, d'une séquence à une autre séquence, ou bien tout simplement de passer d'une séquence à une scène librement et sans attendre, sans délai. L'éditeur de scène, bien sûr, est l'endroit où vous pouvez assembler le contenu de vos scènes 3D et créer les caméras, et l'éditeur de séquence est la partie de l'outil qui vous permet d'assembler vos scènes 3D sous la forme de séquences comme dans n'importe quel outil de montage. Donc si on regarde maintenant comment la collaboration fonctionne dans Pocket Studio, dans la scène 3D que nous avons créée dans ce projet, Frédéric va importer la géométrie d'un sous-marin. La géométrie sera ensuite partagée entre tous les participants de manière totalement transparente. Donc dès que le modèle arrive sur mon ordinateur, je peux commencer à le déplacer. Et vous pouvez maintenant voir comment ces changements se produisent également sur les écrans des autres participants en temps réel. Et ce qui vous permet, avec cet exemple, de comprendre l'idée de base du principe de travail collaboratif à distance temps réel.
Dans Pocket Studio, chaque modification que vous faites est partagée entre tous les participants en temps réel, que ce soit des modifications de texturing, de layout, d'éclairage, de caméra, toutes les propriétés du projet sont partagées en temps réel. Parce que la solution est collaborative, les scènes 3D que nous avons créées dans le projet sont également accessibles depuis le cloud sur un smartphone ou sur une tablette. On peut donc utiliser la réalité augmentée pour transformer ces téléphones en caméras virtuelles. Et ce qui est très intéressant dans Pocket Studio, c'est que les modifications qui sont synchronisées entre tous les appareils en temps réel de manière totalement transparente, ce qui veut dire que les modifications que vous apportez au projet sont immédiatement visibles sur le téléphone en temps réel et vice-versa. Maintenant, si on revient sur le projet, tout comme vous pouvez créer autant de scènes 3D que nécessaire dans Pocket Studio, vous pouvez également créer autant de séquences que nécessaire. Lorsque vous ouvrez une séquence, une liste de scènes 3D vous est présentée, et comme pour n'importe quel outil de montage, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de placer ces scènes sur la timeline de montage et de les éditer. Bien sûr, Tom et Frédéric peuvent également travailler avec moi sur le montage ou continuer à éditer les scènes 3D pendant que je travaille sur le montage en parallèle. Les modifications qu'ils font aux scènes 3D se répercutent sur les plans de la timeline en temps réel. Mon Pocket Studio tire également parti de la technologie RTX de NVIDIA pour simuler la lumière, la profondeur de champ et le motion blur de manière physiquement réaliste, ce qui vous permet d'ajuster ces effets de manière interactive directement dans le viewport. C'est une fonctionnalité qui peut être activée, désactivée à volonté, mais l'intérêt vraiment de pouvoir calculer, d'utiliser cette technologie RTX, c'est de vous permettre de rendre des versions du film avec une fidélité d'image proche du produit fini dès la phase de conception du projet, dès la phase de prévise. Voilà, j'espère que cette démo a en tout cas attisé votre curiosité et vous a donné l'envie de tester Pocket Studio, qui, je le rappelle, est disponible sur le site internet en libre accès pocketstudio.io. Le projet dont je vais vous parler maintenant est un projet qui a été réalisé par des étudiants en bachelor de l'Institut de l'Internet et du Multimédia. Les étudiants doivent produire un court-métrage d'animation 3D en l'espace de 2 ans et ils ont utilisé Pocket Studio pour finaliser la phase de l'animatique. Donc avant le passage à Pocket Studio, les étudiants travaillant sur ce projet qui s'appelle Valraven travaillaient sur l'animatique et produisaient l'animatique en utilisant un pipeline assez classique à base de 3ds Max pour la conception et la fabrication des scènes 3D et Premiere pour le montage. Donc avec ce pipeline, ils arrivaient à produire à peu près une itération de l'animatique par jour, et après 3 mois de travail, le résultat n'était toujours pas satisfaisant. Donc ce qui est particulièrement intéressant avec ce projet, c'est que c'est une co-réalisation et que l'une des co-réalisatrices, Colombe, est en Irlande, tandis que l'autre réalisateur, qui est un garçon, Ennio, est basé à Paris. Ce qui rend bien entendu le process de travail sur l'animatique encore plus difficile, parce que si vous avez travaillé ensemble, si vous avez travaillé déjà dans un contexte collaboratif à distance, vous savez que la seule façon de le faire, c'est soit de partager des fichiers par email, soit de partager les fichiers dans le cloud avec un système comme WeTransfer, ou de faire une séance Zoom avec un écran partagé. Dans tous les cas, cette façon de travailler réduit vraiment encore plus la fréquence des itérations. Donc le résultat avec Pocket Studio, en tout cas, est plutôt surprenant, il nous a nous-mêmes surpris. La prise en main de l'outil par les étudiants a été extrêmement rapide. Dans l'espace de 2 jours, ils étaient déjà capables de produire des résultats dans l'outil. Il leur a fallu 5 jours pour refaire le blocking des animations et 2 jours seulement pour créer une version finale de l'animatique en créant toutes les caméras en réalité augmentée et en faisant le montage en parallèle dans Pocket Studio. Donc c'est Colombe en Irlande qui a fait les caméras avec son téléphone portable, et grâce à la fonction de collaboration temps réel à distance, Ennio a pu lui donner des feedbacks sur les caméras, et puis ils ont aussi pu travailler sur le montage en parallèle de façon collaborative, bien entendu. Ils ont aussi pu faire des séances de travail à distance avec un tuteur, qui est un réalisateur de films professionnels, et de mon côté, j'ai pu leur montrer comment se servir du logiciel, toujours à distance. Donc la vidéo que vous avez à l'écran montre un comparatif entre le résultat de 3 mois de travail à gauche, dans 3ds Max et Premiere, et 9 jours de travail dans Pocket Studio à droite. Les assets ont bien sûr progressé entre l'animatique initiale et l'animatique finale, mais clairement Pocket Studio leur a donné un gros boost à la fois en termes de productivité, de créativité et de qualité.
Voilà, je vous remercie vraiment d'avoir été patient et d'avoir passé du temps à regarder cette présentation. Un grand merci à vous, un grand merci à l'équipe du RADI qui m'a encore invité cette année pour présenter les évolutions du produit. N'hésitez pas à tester la version alpha, n'hésitez pas à revenir vers nous pour du feedback. Le plus simple pour nous contacter, c'est de nous contacter soit via LinkedIn, soit via notre channel Discord qui est accessible aussi depuis notre site internet. Et puis, si vous êtes intéressé pour participer au développement de la version professionnelle, de la version studio de Pocket Studio, qui sera mise à disposition des partenaires en bêta privée dans le courant de l'année 2021, n'hésitez pas non plus à nous contacter pour la tester sur des projets de production que vous aurez dans le courant de l'année. Un grand merci à vous pour votre soutien à tous. Je vous souhaite aussi beaucoup de courage pour l'année 2021 et bien entendu de travailler sur de très beaux projets. À très bientôt.